rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui existe dans la pop culture, mais aussi dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art, dans la musique. Un sujet qui s'appelle Zombie, le zombie, les zombies. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a un livre, c'est celui-ci, je le montre. Zombie, une lecture corrompue du cinéma, c'est écrit par Karim Chardib et c'est édité chez Rouge Profond. Je remercie Guy Astic pour l'aide apportée à la conception de cette émission. L'auteur est là pour nous en parler et je sais que ça n'a pas été facile, c'est ma faute et c'est pour ça que je voulais d'abord lui remercier pour son extrême patience et sa bienveillance. En tout cas, je suis très content qu'il soit là pour venir nous en parler. Comment allez-vous ? Très bien, merci pour cette invitation. Aucun problème de mon côté. Je suis de toute façon de nature très patiente. Et dans l'édition, je crois qu'il faut être très patient en général. Donc voilà, j'ai aucun problème. Et merci, encore une fois, merci pour votre invitation. C'est tout à fait normal. En tout cas, je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations qui vous permettront de vous procurer ce livre qui est édité chez Rouge Profond. Alors, comme je suis un peu tatillon, je vais dire, j'aimerais bien vous demander pourquoi dans l'intitulé, il y a un point d'exclamation après le mot zombie. Alors, c'est une bonne question. C'est suite à une discussion avec un ami qui enseigne le cinéma à l'université, donc je discutais un peu avec lui sur quel titre en fait, ou comment configurer le titre, parce que il faut identifier le thème, mais je trouvais que c'était zombie point, c'était très simple, donc il m'avait recommandé de peut-être mettre un élément comme un point d'exclamation pour donner un peu une dynamique en fait, justement pas comme un cri, mais en tout cas comme un avertissement quoi, de quelque chose qu'on voit, et c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans les films de zombies, quoi, la surprise, la panique, etc. Donc m'était dit que le point d'exclamation permettait un peu d'exprimer ce sentiment de mise en mouvement, en tout cas, que le point, simplement un point, peut-être n'aurait pas pu exprimer, ou aurait rendu un peu terne. Alors c'est vraiment un détail, mais je m'étais dit que c'était une bonne idée. Enfin voilà, en dialoguant avec mon collègue, ça donne une petite singularité. Donc puis ça permettait un peu de sortir aussi d'un modèle un peu universitaire, on va dire, parce que donc c'est issu d'un travail de thèse. Donc avec une façon d'écrire, de structurer les textes, de les présenter dans un cadre formel nécessaire à l'université. Et là, du coup, c'était un petit, un très petit geste pour sortir un petit peu de ce formalisme-là et faire sortir le texte qui a été retravaillé, évidemment, dans un cadre plus général. Donc, pour résumer, on va dire que c'était pour le rendre un petit peu plus sexy, si tant est qu'un point d'exclamation puisse être sexy, ce qui est peut-être à discuter, mais voilà. Mais ça donne aussi une espèce de dialogue. C'est comment dire, avec ce point d'exclamation, il y a aussi donc une interpellation, une appellation, quelque chose que l'on crie, et puis en même temps, ça nous renvoie à nous, là pour le coup, spectateurs et spectatrices, à quelque chose que nous connaissons. Donc il y a une connexion assez familière aussi avec ce rapport aux zombies. Tout à fait, oui. Il y a quelque chose d'un peu oralisé, du coup, avec le point d'exclamation, qui permet effectivement aussi de s'adresser sur les étals, en tout cas, des librairies, d'essayer de faire un signe aux potentiels lecteurs de « achetez-moi ». Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, voilà, il y a effectivement une adresse qui est faite comme ça. Avant qu'on parle de l'intériorité du livre, donc de l'architecture du livre, mais aussi sur on ne pourra pas malheureusement tout dire du livre. Il y a 2-3 aspects avec lesquels j'aimerais qu'on dialogue. Juste savoir
cette question très simple de la fameuse genèse d'un livre, qu'est-ce qui a fait que, mais vous l'avez un peu évoqué, c'est à la base une thèse, mais parce que le livre dit plus que cela, le terme zombie, c'est vraiment un prétexte, ça on va en parler aussi après. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est une figure peut-être marquante de votre rapport au cinéma? Alors de mon rapport au cinéma, je sais pas, je pense que dans mon rapport à la vie, certainement, dans mon rapport à la D'accord. léthargie. Je n'osais pas vous poser la question par rapport à la vie, je me suis dit par rapport au Ouais. cinéma, c'est plus simple. Alors, Eh je ben non. pense qu'il y aurait toujours une analyse à faire sur les doctorants et leur choix de sujet par rapport à leur vie personnelle. Et c'est un truc auquel je réfléchissais quand j'étais au plus profond de la thèse, dans tous les sens du terme. Pourquoi je suis sur ce sujet-là parce que c'est pas forcément. Moi, j'étais plutôt, en tout cas jeune, plutôt attiré par les figures super-héroïques, donc américaines. Et du coup, les zombies, c'est un peu l'antithèse. Dans l'idée de la super interaction avec l'environnement, les zombies sont plutôt justement dans une impossibilité d'interagir avec leur environnement. Donc, ça m'a un peu questionné, cette idée de partir sur quelque chose qui est complètement le contraire des objets avec lesquels j'ai cohabité quand j'étais plus jeune. Je suis un gros consommateur de BD de super-héros, Marvel, etc. Donc, voilà, le zombie vient complètement à l'opposé de ça. Donc, et en termes de cinéphilie, bon, j'étais beaucoup sur le cinéma d'horreur, fantastique, science-fiction, mais pas spécialement sur les films de zombies. Et c'est plutôt par ma pratique artistique, en fait, que j'y suis arrivé. Parce que du coup, je fais une thèse en art et bon, j'avais fait une sorte de performance, enfin j'avais organisé une sorte de performance vidéo à la Villa Savoie de Le Corbusier, qui était du coup une simulation d'envahissement zombie de cette maison. Donc sous forme vidéo, enfin c'est présenté après sous forme vidéo, et c'est là où je me suis dit, bah là il y a un objet que j'aimerais bien poursuivre dans ma pratique artistique, en fait, et qui était liée au travail de thèse. Et du coup, je suis plutôt parti sur cette figure à travers l'idée de la manipuler, en fait, dans ma pratique artistique, plutôt qu'une approche complètement, comment dire, cinéphile, en tout cas de consommation de films de zombies plus jeunes. Je pense que j'étais plus dans les films de science-fiction type extraterrestre, etc., que films de zombies quand j'étais plus jeune. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que, en fait, dès le début de votre livre, vous nous informez, nous lecteurs ou lectrices, que c'est une manière aussi de repenser le cinéma et de vous intégrer vous-même dans cette histoire du cinéma. Et donc, ce qui en découle, une histoire qui est la vôtre, finalement. Et c'est intéressant d'avoir utilisé pleinement cette figure qui est l'une des figures les plus populaires de l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que plus on avance dans le livre, plus... comment dire, je dis pas que plus on est dans la face cachée en fait du sujet. Voilà, c'est ça où je veux en venir. Et est-ce que bien évidemment c'était une évidence pour vous ce rapport au cinéma de le traiter de comment par la figure du zombie et de ses déclinaisons bien évidemment? Pas au départ. Au départ, j'ai fait tout un travail de recherche plutôt en termes anthropologique, du coup, d'où venait le zombie. Donc voilà, remonter à l'Afrique de l'Ouest, et puis ensuite, évidemment, Haïti. Donc je me suis beaucoup plongé dans des textes d'époque pour ensuite aller vers là où le zombie était le plus brillant, à mon sens, donc au cinéma. Mais je ne voulais pas rentrer, parce qu'il y a déjà plein de livres comme ça, dans voilà, une approche historique ou de l'ordre de dictionnaire, de lister tous les films de zombies. Et en fait, au début, je prenais cette direction. Et je me suis dit qu'à un moment donné, c'était pas possible, enfin que c'était pas ça que je voulais faire, parce que bon, ça a déjà été fait, et puis on trouvera toujours des films voilà, qui parleront des zombies, enfin surtout
de manière contemporaine. C'est un genre qui est extrêmement vivant, paradoxalement, de la figure, mais je m'étais dit que c'était un peu un piège et une direction qui était pas très stimulante pour moi, et du coup, j'ai essayé de, notamment en lisant les ouvrages de Jean-Baptiste Aurey, sur le cinéma américain des années 70, de voir aussi un peu l'aspect un peu caché, autobiographique qu'il y a dans sa fascination du cinéma américain, de l'Amérique, etc. Et puis comment il connectait des films entre eux. Et du coup, ça m'a donné un peu une envie de travailler de cette façon-là. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que l'hypothèse qui serait à vérifier, c'est est-ce que le zombie ne serait pas une figure cachée du cinéma qui permettrait de faire le lien entre différentes, on va dire, actentialités, hein, du cinéma, des différents statuts de protagonistes, notamment dans le cinéma américain, et de voir comment peut-être, en relisant l'histoire du cinéma, et précisément américain, sous l'angle de cette figure, qu'est le zombie, on ne pouvait pas justement dégager un axe un peu programmatique qui permettrait d'éclairer l'histoire de l'Amérique, en fait. Donc voilà, ça s'est renversé un petit peu comme ça, et du coup, l'idée n'a plus été forcément de lister tous les films de zombies, ou en tout cas de faire une histoire des films de zombies, mais plutôt comment les zombies permettent de comprendre le cinéma non zombie, en fait. Et c'est là-dessus où, pour moi, il y avait un peu cette action qu'est la contamination. C'est du coup, donc les zombies, ça contamine par la morsure, etc. Et là, de voir si les films zombies ne pouvaient pas eux-mêmes contaminer les films non zombies dans les manières de les lire. Donc c'est pour ça que voilà, je vais convoquer des cinéastes comme John Ford, par exemple, ou Jia Zhangke, qui du coup ne sont pas des cinéastes de films de zombies, mais on voit bien qu'il y a des thèmes qui sont abordés, que portent pleinement les zombies, en fait. Donc la perte de repères, par exemple, l'errance, la fin des idéaux, etc. Et du coup, de voir comment tout ça peut résonner. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est des films de zombies, il s'agit plutôt de confronter un peu des images, ou de jouer avec les objets, de les connecter entre eux, et s'amuser aussi un peu, ce qui fait que c'est une lecture très personnelle du cinéma, effectivement. D'ailleurs, il y a tout un chapitre concernant John Wayne et la prisonnière du désert. Il y a de cela. Ça, j'aimerais bien que vous en parliez, parce que c'est juste. Voilà, c'est tout simplement juste. Et quand je lisais ce moment-là, je me disais, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, mais le rapport aux fantômes et tout cela, et là, on est vraiment dans l'idée même ce que le film de zombie, est-ce que peut contaminer un film de non-zombie, et là, vous êtes dedans. Ça m'intéresserait que vous en parliez de nouveau, parce que je l'ai lu, mais on est dedans, quoi. On est vraiment dans cette forme de contamination. Alors, du coup, on parlait plutôt de façon très personnelle, hein. C'est moi, les films de John Wayne, avec John Wayne, je les ai surtout vus à la télé et pas au cinéma. Et il y avait quelque chose d'assez déjà, bon, c'était l'époque de la télé hertzienne, etc. Donc déjà, l'image assez finalement peu qualitative, assez dégradée. Donc il y a quand même quelque chose d'assez spectral, on va dire, dans la constitution de l'image télévisuelle à l'époque. Et il y avait le principe de rediffusion, hein. Moi, à mon époque, il y avait 6 chaînes et pas beaucoup de contenu forcément très intéressant. Donc je m'agrippais beaucoup à des films et des films qui repassaient, en fait. Donc j'ai revu souvent plusieurs fois le même film, et donc ce principe de répétition m'a fait penser un peu au principe de la revenance, comme ça, hein, du revenant, qui revient d'année en année, à peu près à la même période, en deuxième partie de soirée parfois, voilà, ou le cinéma de minuit sur la 3. Et parfois dans une langue différente, parce qu'on pouvait le découvrir en VF en première partie, et quelques années après en VO, et c'est très surprenant. Oui, ça rend complètement étranger le film. Je crois qu'il y avait eu, je fais une petite parenthèse, je crois qu'il y avait eu un scandale il y a peut-être 15-20 ans. Ils avaient fait une soirée, je crois,
sur la série Amicalement Vôtre au cinéma, donc plusieurs épisodes qui étaient diffusés, et en fait ils avaient annoncé qu'ils les diffuseraient en français, et en fait ils les ont diffusés en VO, et les gens avaient été extrêmement déçus parce qu'ils étaient attachés au doublage français. Et donc ça avait fait un gros scandale, donc ça avait rendu complètement étranger effectivement l'objet, quoi. Donc je vous rejoins là-dessus. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça sur comment on appréhende sa cinéphilie. Moi, ça a été beaucoup par la télé. Et donc avec cette idée du programme, de la répétition, qui est normalement propre à la sérialité, mais qui, pour les films, fait que on revoit toujours les mêmes films. Et après, donc ça m'a donné un peu cette intuition de travailler sur ce personnage, sur aussi ce qu'il représente, en termes de virilité américaine, etc., du cow-boy. Et puis après, en cherchant un peu plus, j'ai trouvé quand même pas mal de textes, de critiques de cinéma qui convoquaient quand même souvent le rapport de John Wayne, pas forcément fantôme, mais à la mort. J'ai trouvé 3-4 articles qui liaient les deux thèmes. Donc voilà, et puis après, il y a toutes les images dans les films de Ford, de cimetière, où on voit John Wayne en train de parler à ses morts proches, mais des morts qui sont contenus dans le cimetière. Du coup, c'est des morts respectables, auprès desquels il vient chercher conseil, réconfort, etc., ou une direction à suivre. Donc voilà, je trouvais que c'était un acteur dont les rôles quand même travaillaient beaucoup ce rapport à la mort. Donc voilà, c'est un peu un mélange de ça, à la fois d'une approche très personnelle de l'image télévisuelle très fantomatique que j'ai pu avoir de John Wayne, du coup, et puis voilà, les contenus des films, et enfin les lectures de textes où voilà, on liait souvent le rapport de John Wayne à la mort, à la mémoire, etc. Donc voilà. Avant que vous nous parliez de la construction, de l'architecture de votre livre, j'aimerais vous poser une question. C'est vrai, effectivement, un peu large, on va dire. C'est général. C'est d'où vient finalement le terme, le mot zombie? Alors, le terme, d'un point de vue étymologique, on en trouve des traces dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est des variantes, Muvombi par exemple, et puis ça apparaît très clairement du coup en Haïti, donc c'est-à-dire le pays dans lequel on a déporté des Africains, notamment de la côte ouest de l'Afrique, pour les faire pour les amener, les déporter en tant qu'esclaves pour travailler dans les plantations. Et du coup, à Haïti, c'est forgé quelque chose d'assez fascinant, qui est le vaudou, donc qui est un syncrétisme à la fois de différentes croyances africaines, qui se sont du coup rencontrées, notamment dans les bateaux de déportation. Et puis, du coup, ce mélange de croyances africaines s'est mélangé du coup au christianisme, pour différentes raisons, dont une raison qui était celle du camouflage, c'était sous l'apparence de pratiquer des rites religieux chrétiens, on vénérait des dieux africains. Donc c'était l'idée, voilà, de masquer sa religion en terre haïtienne pour ne pas avoir de problème. Et donc il y a tout un panthéon comme ça qui se crée à travers ce syncrétisme, et le zombie apparaît tout en bas de l'échelle de ces croyances. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les Loa, donc c'est les dieux dans la croyance vaudou. Et puis vous avez à l'autre bout du spectre les zombies, et ce qui est intéressant, c'est de comparer le zombie à la possession, donc tout ce qui est rituel de possession, etc., dans lequel on est habité par un dieu, et du coup l'esprit s'exprime à travers votre corps, où c'est des cérémonies qui sont assez pleines d'énergie,
voilà, pleine de fulgurance, etc. Et le zombie est à l'opposé de ça, c'est l'absence, c'est l'apathie totale, c'est la dépossession de son propre corps, etc. Donc voilà, c'est d'abord apparu là, et ensuite ça s'est transmis aux États-Unis, parce que les États-Unis du coup ont occupé Haïti, pardon, notamment pour y implanter des entreprises, enfin des usines, des sucreries, etc. Et il y a voilà, des écrivains qui sont allés là-bas, qui ont écrit des livres et qui ont été publiés voilà, vers la fin des années 20, notamment un livre de William Seabrook qui a été publié aux États-Unis et qui a eu un certain succès en fait. Et donc il y a eu toute une mode sur la culture haïtienne qui s'est déployée, voilà, des bars à thème, etc. Et puis la figure du zombie est apparue voilà, vers les années 30. Alors on a retrouvé les traces d'un court-métrage qui a aujourd'hui disparu, hein. On ne l'a plus, mais en tout cas on a des traces de l'existence d'un court-métrage qui date de 1931, si je ne me trompe pas, qui mettait en scène du coup des zombies sur le mode haïtien. Ensuite, une pièce de théâtre, et puis après, en 1932, le premier long-métrage connu à ce jour de zombies, donc c'est White Zombie avec Bela Lugosi en 1932. Donc, c'est à partir de là que s'est développé voilà, le genre en fait zombie, et le terme s'est déployé à partir de là. Mais il n'y en a pas eu beaucoup de films de zombies jusqu'au film Je suis une légende, puis ensuite le film de Romero, il n'y en a pas eu. C'est pas une figure qui a été énormément sollicitée dans le cinéma américain. En fait, si, pas mal, mais c'est des films moins connus, enfin qui n'ont pas eu un travail de, comment dire, de préservation ou de diffusion important, mais il y a eu une vague assez importante de films zombies. En fait, White Zombie a eu un certain succès, donc ça a enclenché, enfin, pas mal de sociétés de production ont déployé du coup leurs propres variantes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un changement de paradigme à ce moment-là qui est assez étonnant. C'est que dans les premiers films zombies, et notamment White Zombie, donc on met en scène ce qu'on appelle le sorcier Boko, donc c'est dans la mythologie haïtienne, on est empoisonné par un sorcier, hein, donc il y a tout un processus. On n'est pas, c'est pas les zombies qui errent de manière libre, ils sont sous la, comment dire, ils sont manipulés par un sorcier. Et donc il y a souvent l'image comme ça de la troupe zombie qui marche derrière un sorcier qui les commande en fait. Dans White Zombie, donc il y a cette mise en scène là avec Bela Lugosi qui joue le maître sorcier, et donc la tradition haïtienne, malgré que Bela Lugosi soit plutôt un occidental, il y a quand même cette tradition haïtienne du sorcier qui est préservée, et en fait elle va très très vite disparaître pour être remplacée par le savant fou. C'est-à-dire que les zombies ne vont plus être relevés de la mort par un occultisme vaudou, mais plutôt par des scientifiques, c'est-à-dire à travers la science, et des scientifiques plutôt occidentaux. Et le genre zombie à cette époque-là, donc dans les années, dès la fin des années 30, va plutôt se déployer dans le genre science-fictionnel plutôt que le genre fantastique. C'est-à-dire que le surnaturel de la croyance de la religion en fait va disparaître pour être remplacé par la technologie. En fait, c'est la technologie qui va permettre de relever les morts. Donc ça, c'est un mouvement qui va se déployer dès la fin des années 30 jusque dans les années 50. Et après, l'autre vrai changement du coup qui apparaît, comme vous le signifiez, dans les milieux des années 60 et la fin des années 60, c'est le fait que les zombies n'auront plus besoin ni de sorciers ni de savants fous pour se relever, ils vont se relever d'eux-mêmes. Mais voilà, il y a tout un pan quand même de l'histoire de la cinématographie zombie qui existe à cette période-là, et aussi à préciser que dans les années 50, 40 et 50, vous allez avoir toute une tradition burlesque
du genre zombie. Il va y avoir pas mal de comédies en fait américaines qui vont mettre des zombies en scène. Alors quand je dis pas mal, on n'est pas dans la dizaine, hein, on a 5 ou 6, mais qui vont anticiper par exemple ou se prolonger des choses qu'on peut voir dans les temps modernes de Chaplin par exemple. L'idée de voilà du burlesque, du corps ballotté, etc. Donc voilà, ça va être un genre humoristique pendant un certain temps, dans cette première période du cinéma zombie. Oui, après, effectivement, c'est quelque chose. Et encore que ça va revenir après, mais beaucoup plus tard. Ça, on va peut-être en tout cas, vous en parlez dans le bouquin. J'aimerais qu'on parle de la construction de votre livre. Comment vous avez donc approché cette thématique, comment vous l'avez construite, et surtout l'architecture du livre. Voilà. Comment ça a été pensé? Il faut que je remonte à pas mal de temps, hein, parce que c'était longtemps. Oui, vous avez commencé à écrire ce livre en quelle année d'ailleurs? Alors, la thèse, je l'ai commencé, je sais même plus, je l'ai commencé en 2008, je crois. Et ça a été un travail extrêmement chaotique. Je crois que j'ai un esprit très chaotique en termes de fonctionnement, donc j'ai pas commencé par l'introduction, la partie 1, etc. Ça a été des fragments en fait que j'ai écrits à partir d'idées. Il y a eu toute une écriture nocturne d'ailleurs où je regardais 5-6 films par jour et puis aucune idée dans la journée évidemment, et puis la nuit là les idées émergent, donc j'écrivais des fragments comme ça, et après la vraie difficulté ça a été d'essayer de relier tout ça et notamment comment ne pas délaisser l'aspect mythologie vaudou, qui est quand même l'origine, et en plus qui est une origine qui est quand même singulière, parce que c'est le vaudou et le zombie est apparu dans le commerce triangulaire, qui est quand même un des fondements du capitalisme. Donc on retrouve dès l'origine des thèmes qu'on retrouve dans les films de zombies contemporains. Donc même si le vaudou a complètement disparu des films de zombies aujourd'hui, et ben en fait il est toujours un peu présent quand même dedans, je trouve, de manière indirecte dans son rapport au monde contemporain, à l'économie, au mal-être, au fait de se sentir dépossédé de soi-même, etc. Donc voilà, c'était un peu là où je voulais aller d'un point de vue de la problématique. Mais après, sur l'organisation, ça a été assez chaotique. Je me suis dit quand même que ça serait bien de terminer sur une partie dédiée aux images, ce qui permettait de parler des films plus contemporains, c'est-à-dire des films qui questionnent l'image aussi. Et dans les films de zombies plus contemporains, les dispositifs de captation sont assez importants. Il y a beaucoup de caméras de surveillance, d'autofilmage, qui est propre à notre époque, hein, avec les téléphones portables, la facilité d'avoir des dispositifs de captation. Mais du coup, ça permettait je pense, de finir une période de l'histoire du cinéma zombie, dans l'idée de l'image qui se cite elle-même ou qui se mange elle-même, qui intervient dans l'image, etc. Donc voilà, ça c'est venu assez rapidement. Après, il y a eu la partie centrale qui a été plus compliquée à mettre en place, notamment sur comment connecter ça à une histoire du cinéma américain. Parce que voilà, même si je parle par exemple du cinéma japonais, ça je l'ai rajouté après, suite à un travail de recherche. C'était quand même surtout l'américanité qui me semblait... c'est beaucoup le cinéma américain qui a travaillé la figure du zombie, quoi. Donc même si aujourd'hui ça se mondialise, c'est quand même lui qui l'a pris en charge majoritairement dès les années 30 jusqu'à aujourd'hui, sauf que voilà, entre-temps, les autres cinématographies se sont emparées de cette figure, mais voilà, ça a été un petit peu chaotique, mais voilà, je crois que quand même il y a un axe qui se tient dans tout ça. Donc, mais j'ai pas mal réduit sur la partie haïtienne, par exemple, pour alléger quand même l'entrée en matière sur la question du cinéma, qui était quand même l'axe central de cet ouvrage.
Au fil des décennies, l'évolution comme cela de cette figure-là, est-ce que ce qu'elle disait, cette figure du zombie de la société américaine, lorsqu'il y avait des films dans les années 30, et ce qu'elle dit aujourd'hui, est-ce que ça a changé, selon vous? Alors je pense que fondamentalement non, parce que il me semble que le zombie venant quand même d'une critique très claire d'un modèle économique qui est donc la dépossession du corps du travailleur par des puissants, d'un mal-être, le fait de, voilà, j'y reviens, de ne plus se sentir maître de son propre corps. Je crois que c'est un thème qui a traversé le XXe siècle et le XXIe siècle en termes aussi de crise et de fin de grands récits, quoi, de problème de croire à une utopie. L'utopie, c'est un concept qui n'est presque plus actualisable aujourd'hui. On est vraiment dans la dystopie, hein. D'ailleurs, les films de zombies sont un très beau exemple de ça. Donc, je crois que fondamentalement, non. Par contre, un élément qui apparaît aujourd'hui, je crois, c'est l'héroïsation du zombie, qui n'était pas forcément le cas auparavant. C'est-à-dire une sorte de réversibilité de ce qui devient protagoniste et ce qui est antagoniste. Et par exemple, vous avez une série qui s'appelle In the Flesh, qui a été produite par Dominique Mitchell, qui date de, si je dis pas de bêtises, de 2013, dans lesquels les zombies sont ramenés à la vie, mais c'est pas une force négative, ce sont les héros du film. Et donc, ce qui est assez beau, c'est que pour les réhabiliter dans la fiction, on doit les maquiller en humain. Mais du coup, en les maquillant en humain, en fait, on démaquille l'acteur qui portait un maquillage zombie pour le faire apparaître son vrai visage. Donc, je trouve qu'il y a un des paramètres comme ça, c'est voilà, c'est comment transformer. Enfin, c'est pas comment, c'est le fait qu'on envisage le zombie non pas comme méchant, plus vraiment comme une victime, ce qui a été beaucoup le cas dans les années 70. Hein. Le zombie, c'est pas le méchant, c'est soit comme une force de la nature, soit une victime qui se relève. Mais là, ça devient carrément, je pense, un protagoniste, ou en tout cas une figure héroïque. Et je suis assez fasciné, j'ai assisté à plusieurs zombie walk, donc c'est des marches zombies organisées par des... Alors, je ne sais pas si on peut dire des fans, mais des gens qui aiment ce personnage et qui se griment du coup en zombie et qui marchent comme ça. Donc j'avais documenté celle de Paris, par exemple. Et c'est assez fascinant parce que du coup, il y a un désir d'être un zombie en fait. Quand je vois des gens qui veulent être des zombies alors que c'est censé plutôt être une figure repoussoire. Donc j'ai l'impression que c'est un personnage qui est malléable. Et aujourd'hui, ce caractère un peu plastique comme ça fait que ça devient un anti-héros. Et peut-être que du coup, Michael Jackson, avec son clip Thriller, a anticipé ce phénomène-là. Le fait de danser, de son costume rouge qui est iconique, etc. Peut-être qu'il a anticipé un petit peu ça. Parce que je n'ai pas trop d'autres exemples comme ça de vision héroïque du zombie dans les fictions. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du rapport aux images, la figure du zombie, dans le cinéma américain, bien évidemment? Ouais, bah, pour moi, ça cohabite beaucoup avec l'envahissement des images ou la diffusion des images et pas mal de films, même... moi, j'aime bien les adaptations du jeu vidéo Resident Evil, même si on les critique souvent, mais dans les suites, il y a quand même ce thème apparaît quand même. Alors c'est pas énoncé par des dialogues, mais c'est énoncé par la mise en scène qui va fragmenter l'image en fait, où on va avoir des images de caméras de surveillance qui vont superposer les unes à côté des autres, et donc il y a cette idée que les images en fait contaminent, envahissent et prolifèrent comme les zombies finalement prolifèrent dans le cadre cinématographique. Et vous avez un film qui s'appelle Zombie Diaries, par exemple, où on voit
c'est assez intéressant, la manière dont l'image vidéo, par exemple, des caméras, va se mettre à dysfonctionner, à bugger, et donc l'image va être déformée, presque mordue en fait, et des morceaux, des fragments d'image qui vont mal apparaître, et qui rejouent, je trouve, un peu la structure des films zombies, justement, dans l'idée de la dévoration, dans l'idée de la fragmentation, de ne plus avoir que des morceaux de corps qui apparaissent dans l'image. Donc je trouvais qu'il y avait une prolifération qui fonctionnait à la fois dans les films zombies et dans le rapport aux images, et je ne suis pas étonné que les caméras de surveillance soient un dispositif qui soit très important dans les films de zombies des années 2010, par exemple. Quand cette figure s'exporte ailleurs, c'est-à-dire donc dans une autre géographie, une autre culture, un autre cinéma, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? Par exemple, dans toute la partie quand il ne reste plus que des images, là vous parlez du cinéma japonais, et en l'occurrence du cinéma de Kiyoshi Kurosawa, Kairo d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut, oui, comme je disais, quelle est la conclusion de cela, du fait que cette figure qui est, on va dire, vraiment pour le coup une exclusive, enfin c'est une exclusivité un peu américaine. Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'elle garde des relents américains lorsqu'elle s'exporte ailleurs? Je pense qu'il y a des figures imposées, enfin comme tout genre, il y a des codes et des marqueurs qui définissent un genre, donc du coup qui s'exportent forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que à la base, quand même, si on revient au point de départ, on revient quand même sur Haïti, ce qui est pas loin de là le pays le plus puissant en termes de soft power. Et pourtant, ils ont ça a imprégné l'imaginaire international. Donc pour moi, il y a plutôt une internationalisation de cette figure qui du coup échappe aux États-Unis maintenant. Ça n'en fait plus un genre vraiment américain. Et par exemple, je trouve c'est une réflexion tout à fait personnelle, mais je trouve qu'un film comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, complètement désuet en fait, et voir un contresens complet à ce que doit être un film de zombies, notamment dans le rapport aux stars, à la starification. Le fait de faire jouer que des stars jouent des zombies, pour moi, c'est un contresens par rapport à ce que doit être un zombie, dans l'idée d'anonymat, de n'importe qui peut jouer un zombie, parce qu'il n'y a pas besoin de maîtriser l'art de l'acting. Donc peut-être que le cinéma américain n'a plus grand-chose à dire sur les zombies. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de remakes, notamment de Dawn of the Dead, ces dernières années. Voilà, peut-être qu'ils n'ont plus grand-chose à dire et que d'autres cinématographies ont d'autres choses à soulever. Ce qui est intéressant, si on prend l'exemple du cinéma japonais, donc Kurosawa, lui, travaille beaucoup le fantomatique, notamment dans Kairo, et le rapport aux images et à la mémoire. Mais par contre, dans le film Riol, il va convoquer le thème du zombie philosophique. Donc il y a un concept philosophique, justement. Et donc le mot zombie va apparaître concrètement dans son film. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, pour moi, le zombie, c'est un peu une figure creuse, dans laquelle il n'y a rien, c'est comme un ballon, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de projet. Et du coup, elle a cette capacité, cette figure, à pouvoir s'emparer de plein de thèmes différents, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui était symptomatique au Japon? J'ai creusé un peu, et en fait, j'ai vu que d'un point de vue esthétique, et je ne dis pas que c'est un projet des cinéastes de l'époque, mais d'un point de vue esthétique, si vous regardez toutes les représentations de ce qu'on appelle les ibakusha, donc c'est-à-dire les victimes des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, donc par exemple dans un film comme Les Enfants d'Hiroshima, ou dans le manga Gen d'Hiroshima, donc qui sont des récits dramatiques, c'est pas des films fantastiques ni d'horreur, c'est des récits dramatiques qui racontent pour l'un le bombardement et comment les survivants sont sortis de ce... Enfin, c'est plutôt de l'ordre du témoignage, en fait, et pour l'autre, c'est le retour à Hiroshima après le bombardement. Et en fait, on voit des personnages
qui titubent, pardon, qui sont brûlés, qui ont les bras tendus. Donc en fait, il y a une résonance comme ça qui se fait, et je pense que dans chaque pays, on va retrouver cette iconographie en fait. Donc c'est pas des zombies, mais les zombies peuvent s'emparer en fait de n'importe quel trauma. Parce que c'est déjà là d'un point de vue iconographique, hein, les bras tendus des victimes. Bah voilà, si vous lisez le manga Gen d'Hiroshima, c'est vraiment troublant, hein. C'est donc il y a une case où on voit voilà, les survivants d'Hiroshima qui se relèvent, et là on est vraiment dans l'esthétique zombie romérienne, quoi. Enfin, c'est vraiment fascinant. Ça a été fait avant, hein, mais en fait tout ça circule. Donc je pense que ça devient le zombie, c'est voilà un motif qui peut s'emparer de toutes les névroses, de toutes les défaillances, de tous les traumas en fait, parce qu'il n'y a pas de projet derrière dans le zombie finalement. Donc ça se prête à prendre en charge tout ce qui est problématique. Voilà. Donc en tout cas pour le Japon, moi c'est ça qui m'avait intéressé, c'était de voir que avant même que les films se déploient au Japon, les films américains de zombies, bah voilà, c'était, bah, ça reprend l'image des damnés, etc., hein, donc voilà, c'était déjà là un peu en germe. Donc voilà, ça circule. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ce n'est plus complètement américain, voire ce n'est même plus du tout américain, la figure du zombie. Le fameux damné de la Terre. Par exemple, quand on prend un cinéaste, là pour le coup extrêmement contemporain, un cinéaste américain, Zack Snyder, qui je crois par 2 fois a convoqué la figure du zombie, j'ai cette impression elle n'est pas forcément, c'est pas une figure héroïque, mais plutôt il est dans une forme de mythologie, voire même beaucoup plus loin. J'ai même cette impression que les zombies sont un peu les fameux autres, avec un A majuscule, les étrangers, comme on a pu voir les Indiens dans certains westerns qui n'étaient pas progressistes. Est-ce qu'il y a un retour à quelque chose d'un peu vieillot, comme chez un cinéaste? D'accord. Bah, la structure comment on appelle ça, excusez-moi, j'ai un trou, du fort qui est attaqué, encerclé par les Indiens, c'est quelque chose qui est une structure assez fondamentale dans les films de zombies, hein. C'est-à-dire le siège, voilà, ça je cherchais, l'idée du siège, d'être assiégé, c'est un des fondements du genre zombie. Donc le rapport à l'autre qui encercle l'image, justement, qui encercle le champ. Pour moi, ce qui m'intéressait dans les zombies aussi en termes de grammaire cinématographique, c'était mon idée de départ, c'était plutôt le rapport au hors-champ, hein. C'est souvent, on parle du hors-champ avec le monstre, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'eau, qui est là, mais qui est en dehors, qui se manifeste par le son, et puis qui va surgir de l'ombre. Et donc le zombie, c'est un peu ça, il y a l'idée de l'envahissement de l'image, quoi. Les vivants, ceux qui sont encore dans l'image, et puis ils ont peur de ceux qui sont en dehors de l'image. Et puis petit à petit, ça m'a plutôt emmené sur l'idée de profondeur de champ, c'est-à-dire que finalement, ils étaient déjà là dans l'image, sauf qu'on ne les voyait pas, et puis ils se rendent visibles. Donc, ce qui est un peu différent de la structure du siège qu'on a dans le western, et ce qui fait qu'effectivement des films comme Zombieland sont, je trouve, aussi un peu archaïques finalement dans la manière de représenter les zombies. Et je trouve qu'un film qui n'est pas un film de zombies pour le coup, mais un film comme It Follows me paraît beaucoup plus proche de la philosophie zombie que Zombieland, d'une certaine façon, dans le processus de mise en scène d'une présence qui est déjà là au fond de l'image. Et ouais, dans le bouquin, j'avais développé toute une réflexion sur l'arrière-plan et les figurants. Et j'avais trouvé une très belle citation de Michael Cimino, justement, dans laquelle il dit qu'il déteste les films où il n'y a pas de figurants, que c'est des films vraiment cheap, en fait, et qu'il déteste le terme même de figurant parce que ça rend ces acteurs étrangers eux-mêmes à la production du film, étrangers à la scène, donc il fait étranger, extra, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il replace le figurant comme un objet central du cinéma.
ce qu'on n'a pas trop tendance à faire. Donc l'idée, c'était aussi de refaire une histoire du cinéma sous l'angle de l'arrière-plan, voilà, de ceux qu'on ne voit pas. Et c'est vrai qu'en revenant sur le western, un film comme Les Cheyennes de John Ford, moi, m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu, parce que je ne suis pas un spécialiste de John Ford, mais du coup, toutes ces séquences où on voit cette ligne d'Indiens dans le fond de l'image qui regardent les acteurs au premier plan, enfin, il y a une sorte de montée, de présence comme ça de l'arrière-plan qui se manifeste en fait comme un peu une... Enfin, il n'y a pas quelque chose de... Enfin, un peu aussi de l'ordre de la révolte, quoi, hein, de la ligne comme ça, de la population. Donc c'est vrai que du coup, quand on repart dans des schémas où on pense un peu la structure du film de zombie vraiment en l'antagonisant complètement, ça me semble aussi un petit peu désuet. Je crois qu'on est plutôt dans d'autres problématiques aujourd'hui, mais bon, ça dépend après comment c'est fait aussi. Je pense que Zombieland, c'est un peu gratuit, peut-être. Bien que la séquence d'ouverture soit magnifique, hein, moi je trouve que c'est vraiment, avec les ralentis extrêmes et tout, c'est très très beau. C'est assez fort de sens, mais sur le reste du métrage, moi j'ai plutôt l'impression de voir un film un peu second degré, un peu citationnel aussi, et qui se... Qu'il est d'ailleurs, oui. Il l'assume, ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est assez paradoxal que vous évoquiez, enfin vous ne l'avez pas évoqué, vous avez nommé, ça c'est différent, et d'ailleurs dans le livre c'est un aspect important, deux cinéastes américains qui, comment dire, dégage une réputation jusqu'à aujourd'hui, une réputation un peu particulière sur le rapport aux autres, que sont John Ford et Michael Cimino, surtout John Ford. Et je trouve ça intéressant que, bon, après John Ford, c'est vrai que vous parlez d'un film comme Les Chiens, c'est pratiquement un de ses derniers films, donc on va dire qu'il a vu un peu, il a eu le temps de voir la situation évoluer, et je pense que lui-même a dû évoluer. Et mais Michael Cimino, c'est vraiment quelqu'un qu'on considérait, enfin beaucoup, qui était un peu à part, et c'est marrant que ces deux-là, que vous utilisez ces deux cinéastes-là pour parler du rapport comme ça, donc le zombie comme une espèce de figuration qui en même temps est qui voudrait dire aussi une forme de révolte, et donc que Michael Cimino dise je suis pour les figurants, et en même temps je déteste qu'on les appelle les figurants, c'est très progressiste finalement. Ça veut dire qu'il regarde, il veut les regarder. Et comme il veut les regarder, donc il les met dans la même image qu'il est lui. Et donc ça veut dire qu'en fait, il les accepte. Oui, ouais. Puis ce qui est assez beau, je trouve, c'est qu'il y a une sorte de défense d'un cinéma habité, en fait. Et du coup, qui est un cinéma... enfin, je veux dire, multicouche. Ce qui est intéressant, c'est une circulation entre le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. C'est là où il y aurait un projet vraiment politique, démocratique comme ça, de circulation. Après, Cimino, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'idée de communauté. Puis qu'est-ce que la communauté américaine, en fait, et à quel point elle est fragmentée, conflictuelle, et en même temps, il y a quand même un truc qui fait cœur dans ces différences. Donc pour moi c'est un cinéaste qui était assez important à convoquer en tout cas, et j'étais assez heureux de trouver cet entretien très précieux, parce que finalement ce thème du figurant n'est pas souvent abordé par les cinéastes hollywoodiens, donc voilà, ça coïncidait bien avec ce que j'avais envie de mettre en avant. Zombie, zombie au pluriel avec un point d'exclamation, une lecture corrompue du cinéma, c'est édité chez Rouge Profond. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo, et comme je le dis très souvent, on a dit 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc il faut être curieux, il faut vous le procurer. Et l'auteur, c'est Karim Charedib qui était là pour nous en parler, et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, j'étais très heureux de pouvoir dialoguer là-dessus, puis dialoguer avec vous. Merci pour cette invitation, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est édité chez Rouge Profond. Je remercie Guy Astic, et tout est dans le descriptif. Voilà. Merci Karim. À très vite. Merci. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.